Dans l'affaire Le Procureur contre Alfred Yekatom et Patrice-Édouard Nguesson, le procès s'est poursuivi du 31 janvier au 17 mars 2022 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. En ce début de l'année 2022, la Chambre de première instance 5, composée du juge-président Bertram Schmitt, du juge Peter Kovacs et du juge Chang Ho-chung, a entendu 6 témoins appelés par l'accusation. M. Alfred Yekatom et M. Patrice-Édouard Nguesson sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par les groupes armés anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Seleka en République centrafricaine en 2013 et 2014. En présentiel depuis la salle d'audience ou par liaison vidéo, certains témoins ont pu bénéficier de mesures de protection impliquant le recours à un pseudonyme, mais aussi le floutage de l'image, la distorsion de la voix ou encore le recours à des huis clos partiels. Tous ont d'abord été interrogés par les membres du bureau du procureur et sur autorisation de la Chambre, les représentants légaux des victimes ont aussi adressé des questions aux témoins. Au nom des équipes de défense d'Alfred Yekatom et de Patrice-Édouard Nguesson, ce sont les conseils Maître Mylène Dimitri, Maître Suzuki, Maître Girdian Alexander Knops et Maître Marie-Hélène Proux qui ont mené le contre-interrogatoire des témoins. Le 25e témoin appelé par le bureau du procureur est M. Jacob Bomkem Bianli. Il a comparu en qualité de conseiller en communication de la Coordination nationale des anti-Balaka. Il a d'abord répondu aux questions du premier substitut du procureur Kweku Van Der Poel sur la planification de l'attaque du 5 décembre 2013 et le financement de M. Nguesson aux anti-Balaka. Savez-vous si M. Nguesson a fourni de l'argent aux anti-Balaka pour l'achat d'armes, de munitions, de balles ou de choses de cette nature? Je vous dis, Nguesson avait en tête l'encadrement de ses enfants pour qu'ils ne commettent pas des bêtises. Quand il envoyait de l'argent à travers M. Ngaya, c'était pour nourrir ces enfants qui, par manque de quoi manger, ils commettaient des gaffes. Donc l'argent qui était envoyé servait à donner de la nourriture à ces enfants. Parce que c'était difficile, trouver de quoi manger, difficile. Mais acheter des armes, à que je sache, non, je ne suis pas informé de ce côté. Aux questions portant sur le présumé rôle de M. Alfred Yekatom au sein du mouvement anti-Balaka, le témoin a déclaré que pendant la dernière partie de l'année 2013, Alfred Yekatom ne participait pas souvent aux réunions de la coordination nationale. Il se faisait représenter par 2 de ses éléments pour transmettre les comptes rendus de ses activités le long de l'axe PK9-Mbaki. Le témoin a déclaré ne pas être en mesure de fournir des détails sur le rôle qu'a joué Alfred Yekatom au sein du mouvement anti-Balaka. Une fois que le bureau du procureur a terminé son examen en chef, ce fut au tour des représentants légaux des victimes d'interroger le témoin. Maître Marie-Edith Douzima-Lawson a adressé des brèves questions au témoin. Alors, vous avez dit ceci. Les éléments anti-Balaka d'Andilo étaient très agressifs et il fallait les encadrer et s'occuper d'eux, les aider à se nourrir pour ne pas qu'ils commettent, par exemple, des actes d'agression contre les populations. C'est votre déclaration. Alors, qu'est-ce que vous entendez ici par acte d'agression contre les populations? Oui, merci, mais c'est un peu ce que j'expliquais ici. Prendre de force, même si c'est de la nourriture, prendre ça de force, c'est de l'agression contre la population, parce que quand vous allez au marché, ça fait partie de la population qui va au marché. Voilà, c'est ce que j'appelle agression. Lors du contre-interrogatoire mené par le Conseil de la défense de M. Nguesson, le témoin a parlé de l'émergence des faux anti-Balaka. Oui, ça, je vous disais déjà aussi hier que, en arrivant, la Seleka avait distribué beaucoup d'armes, avait distribué depuis le PK12, sorti nord de Bangui, ils avaient distribué des armes à des jeunes que nous autres avons appelés des faux anti-Balaka parce qu'on ne les connaissait pas. Et ceux-là,
je ne sais pas si c'est de la manipulation. Ils ont déclenché un soulèvement pour peut-être créer la zizanie parmi la population. Et c'est à partir de là, qu'un mouvement a été fait à l'endroit de Ngai Sona qui s'est rendu à Bangui. Parce que tout était confondu. Ces faux anti-Balaka donnaient l'impression d'être des anti-Balaka véritables, alors que ces anti-Balaka véritables sont des résistants, comme je me tue à le dire depuis. C'est des gens qui étaient descendus pour combattre les agresseurs. Mais ceux-là qui ont provoqué le soulèvement étaient des gens qui avaient été, pour moi, manipulés pour créer la zizanie, pour semer la zizanie parmi la population. Ainsi, les anti-Balaka avaient été quelque peu diabolisés. Monsieur Émotion Damsio est le 26e témoin de l'accusation. Il a comparu devant la Chambre en qualité de porte-parole des anti-Balaka et a témoigné durant 4 jours consécutifs. Répondant aux questions du bureau du procureur, le témoin a expliqué avoir été victime de pillage pendant la crise et s'est décidé de se rendre à Zongo, en République démocratique du Congo, car il avait appris que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés assistait les réfugiés centrafricains qui y étaient. Interrogé alors sur ses contacts téléphoniques avec M. Ngai Sona, le témoin a dit l'avoir appelé une seule fois pour lui demander de l'aide. Et je l'avais appelé, il avait pris et il m'avait dit, il y a quoi? Je dis, bon, mon vieux, je suis dépassé, je voulais même payer le loyer. Comme je ne suis pas chez moi, ça, ce n'est pas notre pays, je suis dans un autre pays, je suis dépassé, j'ai besoin de votre soutien. Et c'était comme ça qu'il avait répondu à mon cri de détresse, mais pas directement. Il avait envoyé l'argent à l'apôtre Ngaya. Et quitte à l'apôtre Ngaya, à son tour, de me transférer cet argent. Et si je ne me trompe pas, il m'avait parlé de 45 000, quelque chose comme ça, mais ainsi, par rapport au droit de transfert, j'avais pris et retrouvé 39 000 ou quelque chose de moins de 40 000. C'était comme ça. C'était moi lorsque j'étais à l'autre. Donc, c'est à travers l'apôtre Ngaya que j'avais trouvé son numéro et que je l'avais appelé. Ça, c'est depuis Zongo. Lors du contre-interrogatoire du témoin, le Conseil de la défense de M. Patrice-Edouard Ngai Sona a demandé au témoin de donner les raisons pour lesquelles le choix a été porté sur M. Ngai Sona pour que celui-ci dirige la coordination nationale des anti-Balaka. Le témoin a ainsi expliqué. Ngai Sona fait partie de nos grands qui se battaient pour la jeunesse centrafricaine en général et en particulier celle du 4e arrondissement de la ville de Bangui. Ngai Sona est un opérateur économique. Ngai Sona, avec son sens élevé d'humanisme, je dis ceci, ce n'est pas pour flatter, mais c'est ce que j'avais vécu en lui. Et comme le choix a été porté sur lui, je me suis dit, mais comme tout le monde avait dit, il faut choisir M. Ngai Sona parce qu'il a un peu aussi de moyens et puis il peut contenir surtout ces jeunes. Pour ne pas qu'il aille par-ci, par-là, il faut M. Ngai Sona parce que lui, il peut maîtriser la situation. C'est ce qui a été dit par bon nombre de personnes qui étaient dans le groupe. Donc, du coup, moi, personnellement, ce que je connaissais de M. Ngai Sona, qui est l'un des grands qui aidait la population du 4e. Donc, je ne peux que vraiment le soutenir afin qu'il soit notre coordonnateur et nous conduire, afin qu'il soit également notre porte-voix au sein du gouvernement. Voilà la raison à peu près de mon choix, c'est surtout porté à la personne, sur la personne de M. Patrice-Edouard Ngai Sona. Le 27e témoin de l'accusation sous le pseudonyme P 2049 a d'abord été interrogé sur les événements survenus le 6 septembre 2013 lors des attaques menées simultanément par les anti-Balaka contre 3 villages. Mois de septembre 2013. Je pense qu'au mois de septembre 2013, si je ne me trompe pas, c'était vers le 6. Et à cette date, il y avait une attaque dans 3 villages
notamment Zéré, Benzambé et Boualé. Le marché hebdomadaire de Zéré se tenait souvent le samedi. Le marché de Boualé, c'est le samedi. Et le marché hebdomadaire de Benzambé était à un autre jour. Mais ils ont mené l'attaque sur ces 3 localités le même jour. Il y avait un véhicule qui quittait Bossangoa pour aller à Boyer pour le marché hebdomadaire. Et lorsque les 2 camions, il y a un grand camion qu'on avait l'habitude d'appeler Berlier et l'autre était un camion 3 tonnes. Lorsque les camions se rendaient à destination et il y avait le camion Dina 3 tonnes qui se trouvait devant et le grand camion Berlier était derrière. À l'entrée de Bois, les anti-Balaka étaient sortis et ont commencé à tirer et par coup de chance, ils se sont sauvés et ils ont pris la fuite, ils ont abandonné le véhicule. Il n'y avait pas, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas de personnes tuées dans le premier véhicule. Et le second camion qui venait, les passagers n'étaient pas au courant, ils sont venus tomber dans le piège. C'est comme ça qu'ils ont arrêté le camion, ils ont fait descendre les occupants, ils ont tué le propriétaire du camion qui s'appelait Mahamat, alias 222. On a tué son chauffeur à Bakara. Ils ont également tué un vieux commerçant. On l'appelait Fakiburu parce qu'il était marabout. Il y avait un commerçant qui vendait de la friperie, Oumer Chaour, qui il était tué. Il y avait un jeune qui vendait du pain, qui a été tué. Une autre personne, Amin, a été tué. Son père aussi a été tué sur l'axe Benzambé. Ensuite, questionné sur l'attaque de Bossangoa, le témoin a raconté avoir entendu ce jour-là vers 5 heures du matin des coups de feu qui venaient de tous les 4 coins de la ville. Après cette attaque, a-t-il dit, plusieurs maisons avaient été incendiées et les chrétiens et musulmans s'étaient réfugiés à l'école de la Liberté. Le témoin a répondu à la majorité des questions posées par la défense de M. Ngaïsona ainsi que celle du représentant légal des victimes, Yaré Fall, à huis clos partiel. En audience publique et aux questions de la défense, le témoin a parlé des affrontements entre les Séléka et les anti-Balaka à Bossangoa ainsi que des victimes atteintes par balle lors de cette attaque. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le témoin, que les victimes ont pu être touchées par un tir de la Séléka, puisque la Séléka a répliqué à l'attaque? À peu du possible. Ouais, parce qu'il peut y avoir des balles perdues, non? Dans des moments de conflit, il y a échange de tirs et il est fort probable que certaines puissent attraper des balles perdues. Tous n'étaient pas victimes de balles perdues. Pour autant que je sache, ce sont les anti-Balaka qui leur ont tiré dessus. Le 28e témoin du bureau du procureur est Madame le témoin P 2657. Elle est née et a grandi à Bossangoa dans le quartier arabe. Elle a raconté au juge de la Chambre ce qui s'était passé lors de la première attaque des anti-Balaka contre la ville de Bossangoa. Au départ, on était tous là, c'était un matin. On a commencé à écouter les crépitements d'armes. Par la suite, on nous a informé que c'était une attaque lancée par les anti-Balaka sur Bossangoa et qu'ils affrontaient les autres. Ils s'attaquaient aussi aux civils. Ce jour-là, j'ai appris qu'une personne a été atteinte par balle. Elle a été transférée à l'hôpital, puis a succombé le lendemain matin. Le témoin a expliqué que les musulmans qui avaient perdu la vie durant l'attaque du 5 décembre avaient été ensevelis dans l'enceinte de l'école de la Liberté, car le cimetière musulman se trouvait assez loin, a-t-il dit. Et lorsque les anti-Balaka trouvaient les musulmans en chemin, ils ne les laissaient pas vivants. Interrogé sur les membres de sa famille, le témoin a expliqué à la Chambre ce qui était arrivé à la grand-mère de son mari durant cette attaque. Lorsque nous sortions, nous étions au nombre de 4. J'étais avec elle, j'avais avec
Le mari de ma belle-sœur, elle était à l'extérieur de la concession à l'entrée et elle a reçu un coup de machette à la tête. Ensuite, elle a été blessée au niveau du genou. Les personnes qui ont fait ça ont pensé qu'elle était morte. Le lendemain matin, lorsque on l'a retrouvée, elle était encore vivante. Elle a été transportée à l'école Liberté et ensuite, par la suite, elle a été transportée à l'hôpital. Is she still alive today? Est-ce qu'elle est toujours vivante de nos jours? Lorsque nous sommes partis, elle est décédée et ça ne fait pas plus d'1 an. Plus loin, le témoin a indiqué qu'après l'attaque, elle s'était réfugiée avec son mari à l'école de la Liberté, où elle était restée pendant 4 mois avant d'être évacuée vers le Tchad avec d'autres musulmans. Now, I'd like to... Je voudrais maintenant passer à votre départ de l'école pour le Tchad. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu cela? Pourquoi êtes-vous parti au Tchad? C'est à cause de la crise, parce que nous étions enclavés à l'école Liberté. C'était pratiquement une prison. Et beaucoup de personnes, je crois que même l'imam a refusé de partir. Mais beaucoup de personnes ne supportaient plus de vivre dans ces conditions et la majorité a pris la décision de partir. Donc c'était à cause de ce conflit et du fait que nous étions enclavés à l'école Liberté. À la fin de sa déposition, le témoin a déclaré ne plus vouloir retourner à Bossangoa, sa ville natale, à cause de toutes les atrocités qu'elle avait subies durant les attaques des anti-Balaka. Le 29e témoin appelé par l'accusation a quant à lui été interrogé sur plusieurs sujets en lien avec la région de Mbaki. Il a déclaré qu'après le passage de Rambo-Yekatom dans la ville, il y a eu une accalmie, mais quelques jours après, des véhicules de l'armée tchadienne sont venus évacuer leurs ressortissants, mais les musulmans centrafricains sont restés dans la ville, a-t-il précisé. P0889 est le 30e témoin de l'accusation. Son témoignage lors de l'interrogatoire en chef par le bureau du procureur a été ponctué de plusieurs huis clos partiels. En audience publique et aux questions de l'accusation sur les ambitions politiques de M. Ngaï Sona, comme coordinateur du mouvement anti-Balaka, le témoin a fait savoir à la Chambre que l'idée générale de M. Ngaï Sona était d'encadrer les jeunes anti-Balaka pour qu'il ait l'opportunité de se présenter aux élections. Face aux questions de Maître Suzuki, pour la défense d'Alfred Yekatom, le témoin a parlé des armes retrouvées dans les magasins des commerçants musulmans du quartier Boyrab. Un certain nombre de témoins ont parlé à l'accusation et dit qu'il y avait des armes qu'on trouvait dans les boutiques des musulmans à Boyrabé. Est-ce que vous êtes au courant de cela également? Oui, maître, je suis au courant. Et j'en ai vu la fille, moi aussi j'en ai vu avant de partir à Zongo. Un matin, tellement que la Séléka arrivait et dans Boyrab à chaque fois, et on rendait compte que les musulmans centrafricains qui sont à Boyrab, qui ont des magasins, qui habitaient Boyrab, eux aussi, ils sortaient les armes pour accompagner la Séléka. À un moment donné, il y avait une force de la communauté internationale. À l'époque, c'est les MISCA ou bien, je ne me souviens pas trop, mais c'est des forces internationales qui venaient commencer à fouiller dans les magasins des musulmans qui sont sur place. Et ils ont sorti des armes. Et dans un magasin, ils peuvent sortir même voire 3 à 4, voire 5 armes. Là, les gens, la population sortait au bord de la route, surtout au nouveau de marché Boyrab. Surtout à ce nouveau, ils ont sorti des armes dans les magasins. Ça, c'est vrai. Le procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice-Edouard Ngaï Sona s'est poursuivi le 28 mars 2022 avec la déposition du 31e témoin à charge.